Est-ce que vous... J'ai d'ailleurs des sympathies nazies qui un jour vont ressortir. Moi j'ai une question à vous poser. Vous dites, et vous voulez redonner un sens à cette école, vous dites qu'elle a perdu sa dimension de sélection, qu'elle a perdu son âme. J'aimerais vous poser une question sur la situation de la France actuelle. Dans ce que l'on appelle les cités, dans ce qu'est aujourd'hui l'état de l'école, qui est à 2 ou 3 vitesses, aujourd'hui, quelle est votre proposition pour faire en sorte que cette école dont vous parlez, et qui est une école dont on a l'impression qu'elle est élitiste, pour qu'elle redevienne une école de l'égalité des chances? Que fait-on là où on a parqué ces populations, là où on a parqué ceux qu'on appelle toujours issus de l'immigration et qui aujourd'hui sont quand même dans l'obligation de constater qu'ils vivent une discrimination structurelle et scolaire? C'est quoi? Quelle est votre réponse? Alors, je vais vous dire ma réponse. D'abord, le gouvernement français est celui qui consacre le plus d'argent à son enseignement secondaire, ce qui entraîne d'ailleurs la ruine corrélative des universités. Et cet argent, il va prioritairement dans les banlieues et dans les cités difficiles. Je ne suis pas sûr que ce soit à coup d'ordinateur et d'informatisation généralisée qu'on portera remède aux problèmes qui nous occupent, mais on essaye de le faire. Et ce qu'en revanche, votre appel donne à croire, c'est qu'en fait, il suffit d'être né coiffé pour que les diplômes vous tombent dans la main. Alors, vous devriez avoir l'honnêteté de rappeler qu'il est certes dommage que ce soit des enfants de la bourgeoisie qui aillent majoritairement au lycée Henri IV, mais que la plupart des enfants de la bourgeoisie n'y sont pas admis parce qu'ils ne travaillent pas assez ou pas assez bien. Donc de toute façon, dans quelque cas de figure que ce soit, la République ne fait jamais du diplôme un dû, même en instaurant une politique de quotas. Dans quelque cas de figure que ce soit, le travail et le mérite sont des valeurs fondamentales. Et cela est complètement occulté aujourd'hui, et je pense que l'abaissement systématique du niveau des programmes obéit à une visée purement démagogique d'ouverture et qui se transforme en son contraire parce que ça conduit à redoubler l'enseignement public par un enseignement privé qui, lui, ne donne qu'aux riches. Voilà, la réalité, elle est celle-là. Moi, je suis désolé, en vous entendant, vous n'avez pas répondu à ma question. Si. Mais, attendez, les élèves de Seine-Saint-Denis ne sont pas parqués en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est ça ce que je voulais me répondre. Ils ne sont pas parqués. Non, mais attendez, je veux dire, vous vivez en France, monsieur, ou vous vivez à l'étranger? Vous vivez dans un quartier qui est un quartier d'une communauté élitiste. Voyons les budgets. Voyons ce que le gouvernement a fait pour les lycées de Seine-Saint-Denis. Ce qui serait bien, c'est qu'Alain Finkielkraut essaie de s'intégrer à la société française du XXIe siècle. Non, mais de toute façon, je me fous de Un point de Didier Perra, magistrat à Pontoise. Est-ce qu'on peut essayer, en manque de civilité, alors soyons civils. Est-ce qu'on peut essayer de faire entendre une autre musique que celle de M. Finkielkraut et de M. Ramadan? Est-ce qu'on ne peut pas tomber d'accord sur le fait que nous assistons à une montée d'un racisme nouveau qui est protéiforme? Il y a eu un racisme anti-arabe et il continue d'exister. Il s'est même renforcé ces derniers temps. Il y a eu aussi une montée de l'antisémitisme. Il y a quelques années, elle a d'abord été niée, cette montée de l'antisémitisme. Ceux qui la niaient avaient tort. Il y a aussi, même si ce n'est pas au même degré de gravité actuellement pour ce qu'on peut savoir, une montée du racisme anti-blanc. Le problème de l'antiracisme, c'est qu'il ne peut pas être fondé sur ce que j'appelle moi le campisme. À chaque fois qu'il y a une nouvelle manifestation de racisme qui vise une communauté particulière, il y a des gens qui viennent et qui disent, d'abord c'est pas vrai, et qui disent ensuite, ah mais le racisme le plus important, c'est un autre racisme. C'est ça le campisme qui fait des dégâts. Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas ethniciser les questions sociales, les questions politiques, les questions liées à la citoyenneté et à la civilité. Tout le monde est d'accord pour le dire. Mais se font face deux appels, l'appel David Kader et Sébastien, et l'appel des indigènes de la République. Sur les ratonnades anti-blancs d'Alain Finkielkraut, Jacques Julliard, Pierre-André Taguieff, etc. Et puis Bernard Kouchner, et puis l'appel des indigènes de la République. Voilà. Eh bien, ces deux appels ont
et là je ne parle pas des intentions de leurs initiateurs, mais objectivement, quand on lit le texte, ces deux appels ethnicisent de façon symétrique les questions sociales. Alors on parlait tout à l'heure de la violence de l'appel des indigènes de la République. Il y a la violence du titre aussi du livre d'Olivier Lecourt, Grand Maison, signataire de cet appel, Coloniser, exterminer. Et je dois dire, moi j'ai lu ce livre avec grand intérêt, parce qu'il est passionnant. On n'est pas obligé du tout d'être d'accord avec votre thèse, parce que parfois vous poussez vraiment le bouchon très loin, hein, quand vous comparez par exemple le nazisme et la colonisation avec l'idée d'espace vital. Enfin là, c'est un peu vaseux, si je peux me permettre. Mais il y a un vrai travail d'historien. Et il y a, par exemple, on voit un député Corcel, ami de Tocqueville, qui s'indigne de la tentation de destruction des indigènes en Algérie. Et puis, c'est un médecin qui s'appelle Eugène Baudichon, dont vous faites vos choux gras parce que vous citez souvent, qui publie, là on est au 19e siècle, c'est vrai qu'on est pas loin, qui écrit des choses comme ça. La destruction massive des populations algériennes est donc une nécessité qui permet d'atteindre deux objectifs distincts mais complémentaires: éliminer des êtres incapables d'exploiter correctement la nature et autoriser des peuples supérieurs à s'emparer de vastes régions qu'ils pourront enfin développer librement en y appliquant les moyens économiques, scientifiques et techniques déjà mis en œuvre sur le vieux continent. C'est incroyable. C'est incroyable, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des textes? Il y a eu des textes, vous savez comme moi, même jusqu'au début du XXe siècle, disant à peu près la même chose sur les Allemands, qui même, à en croire certains grands auteurs français, puaient plus que les Français. Il faut se remettre dans le contexte et savoir qu'à l'époque, par définition, nous sommes avant Auschwitz, et que exterminer n'est absolument pas synonyme de génocide. C'est après Auschwitz que le terme d'extermination va devenir synonyme de génocide. Et pour les contemporains, pour les hommes du 19e, Tocqueville, Michelet, l'idée que la colonisation aille de pair avec l'extermination au sens de massacre de masse est une idée relativement banale, entre autres pour une raison. Quand Tocqueville rédige de la démocratie en Amérique, le processus d'expansion en Amérique n'est pas achevé. Je veux dire par là que les Américains ne sont pas totalement arrivés sur la côte ouest des États-Unis. Et dans un chapitre très important, mais trop souvent méconnu de la démocratie en Amérique, Tocqueville explique que lorsque les Américains seront effectivement arrivés sur la côte ouest, San Francisco, les Indiens auront cessé d'exister. Il emploie le terme d'extermination. Lorsque Jules Michelet, dans Le Peuple, rencontre et s'interroge sur le même phénomène, il emploie aussi le terme d'extermination. Dans un autre espace politique, dans un autre texte, c'est là un texte littéraire, qui est le texte de H.G. Wells, La guerre des mondes, qui décrit l'envahissement de la Grande-Bretagne par des Martiens, qui est une forme de colonisation infligée à la première puissance coloniale. Parmi les protagonistes du roman, il y en a un qui s'indigne de cela et l'autre qui lui répond « Mais qui sommes-nous pour donner des leçons ?» Et l'exemple qui est donné, qui est un exemple qui au XIXe siècle a suscité une consternation très importante, c'est l'exemple de la Tasmanie, puisqu'effectivement, à la fin du XIXe siècle, il n'y a plus aucune population autochtone en Tasmanie. La dernière femme tasmanienne est morte aux alentours des années 1880. Et on a là l'exemple d'un processus de colonisation qui a effectivement débouché sur la disparition totale d'un peuple. Je rappelle que pour ce qui est de l'Algérie, les démographes de l'époque, dès la fin du 19e, estiment qu'il y avait environ près de 3 millions d'indigènes, comme on disait à l'époque en Algérie dans les années 1830, et ils constatent que dans les années 1880, il en reste à peine plus de 2. Tous ne sont pas imputables aux formes de guerre totale employées par l'armée française, mais une partie d'entre eux sont effectivement imputables aux formes de violence extrême qui se sont développées dans les colonies. Le même processus a eu lieu en Nouvelle-Calédonie pour des raisons similaires, qui ne sont pas des raisons conjoncturelle mais structurelle, parce que la Nouvelle-Calédonie, avec l'Algérie, a été très vite pensée comme une colonie de peuplement, et pensée comme une colonie de peuplement, pour reprendre une expression qui est employée au 19e, il faut faire place nette. C'est-à-dire qu'il faut expulser, massacrer, refouler les populations indigènes pour accueillir des colons, et à la fin du 19e, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il ne reste plus que 20% des populations initiales. Et donc, pour les hommes du 19e, l'idée que la colonisation aille de pair avec l'extermination, encore une fois, je suis très précis sur les textes et la signification du terme, au sens de massacre de masse, cette idée est admise, qu'il soit favorable à la colonisation ou qu'il la condamne. Alors, entre l'appel des indigènes de la République et l'appel contre les ratonnades anti-blancs, s'il avait fallu en signer un, Calix Bengala, lequel auriez-vous signé? Je n'aurais signé aucun. Ouais. Aucun des appels, pour la simple raison que je pense que le mot indigène me gêne, me renvoie à quelque chose d'autre, à d'autres types de souffrances, à une autre mémoire.
l'appel de M. Finkielkraut me paraît assez dangereux, par contre, parce qu'il me renvoie également à une cristallisation identitaire et que monsieur, j'espère et j'essaie de travailler sur ce qui réunit que c'est ce qui divise. Je pense qu'on pourrait passer des heures. Nous avons parlé là pendant... Vous dites qu'il faut parler de la Shoah comme de l'esclavage. Il n'y a pas une souffrance qui doit effacer une autre. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est ce que je demande d'ailleurs, qu'on puisse parler aussi bien et respecter la Shoah. D'ailleurs, c'est pour ça que personnellement, j'ai condamné Dieudonné, parce que j'ai trouvé que ses propos étaient très dangereux pour nos enfants, parce qu'ils transportaient une haine. Il fallait naïvement interrompre cela. Et je constate autour de cette table qu'on n'a pas avancé. Je veux dire que tant que nous aurons des positions... avancer non, mais je peux finir. Des positions aussi braquées, aussi chacun dans son coin, chacun pensant qu'il a raison, chacun en n'ayant pas une vision dans le futur pour pouvoir discuter ensemble et trouver des solutions, on n'y arrivera pas. On a passé notre temps à accuser les uns, à accuser les autres, sans pouvoir en tirer des leçons. Donc moi personnellement, je n'aurais pas signé ces appels-là. J'ai eu très honte et même j'ai été très choqué de voir cet appel de M. Finkielkraut, parce que je me suis dit que c'était dangereux, je m'étais dit que ça cristalliserait les identités, je m'étais dit que ça cristalliserait les haines, et qu'effectivement, c'est une façon de fragmenter la France. Mais vous auriez presque pu signer son appel, puisque dans votre roman, la Plantation, on peut dire, vous prenez, pour ainsi dire, pas vraiment, mais pour ainsi dire, le parti des Blancs spoliés par les Noirs, c'est-à-dire vous expliquez que ces Blancs du Zimbabwe, là, qui sont aujourd'hui chassés par l'horrible Mugabe, eh bien, ce sont des Africains, ils sont devenus Africains avec le temps. Oui, parce que et vous semblez les aimer bien. Non, parce que je vais du principe qu'une identité n'est pas quelque chose de figé. Une identité évolue en fonction des événements, en fonction des rencontres. Et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'une identité est totalement recyclable. Je vais dire que vous prenez un jeune blanc que vous mettez en Afrique pendant 40 ans, il devient africain. Et qu'il faudrait arrêter de rattacher les peuples comme ça à des sols. Une identité à un sol en disant il est français parce qu'il est là depuis, je sais pas, 1000 ans, c'est sa famille est là depuis 1000 ans, il est africain parce qu'il est noir. On n'est pas africain parce qu'on est noir, on est africain parce qu'on a une culture africaine et qu'on a une manière de penser, et que ces blancs d'Afrique qui sont là depuis 2 siècles sont des Africains au même titre que les autres, et on peut réparer l'histoire des peuples sans briser le destin des gens. J'ai dit par là qu'il fallait peut-être trouver le moyen de mieux repartir les terres sans chasser ces blancs qui vivent en Afrique, qui sont des Africains depuis 2 siècles, tout simplement. Elisabeth Lévy. Non, c'est sur cette question de l'esclavage. Effectivement, ça semble assez légitime de dire qu'il faut revenir sur cette histoire-là. Mais la revendication qui s'est formulée autour de la reconnaissance de l'esclavage porte uniquement sur une chose, c'est que l'Occident doit reconnaître ses crimes, doit reconnaître qu'il a été génocidaire. Dans le livre d'Olivier Pétré-Grenouillot... C'est Olivier Pétré-Grenouillot, Les traites négrières, aux éditions Gallimard, un excellent livre. Il parle donc de l'esclavage. Il dit que les Européens, qui ont évidemment été fort coupables de ça, ont en gros à leur actif 14 millions de Noirs africains déportés, que les traites menées par les Arabes ont été à l'origine de 17 millions de déportations, et que les traites interafricaines ont abouti à 14 millions aussi de déportations. Alors, pourquoi est-ce que toute cette histoire ne semble pas vous intéresser? Il n'y a qu'une partie de l'histoire qui est intéressante. Non. Il n'y a que celle où l'Occident se comporte comme un... Pas du tout. Bah, si. Pas du tout, parce que je sais très bien... C'est négationniste. Non, je sais très bien qu'il y a eu l'esclavage arabe, je suis consciente de cela, qu'il y a eu un esclavage intercontinental, mais on fait la différence avec ce qu'on pourrait appeler la traite négrière, qui a consisté au déplacement des populations entières vers les Amériques, et qui effectivement a contribué à tuer le continent économiquement, puisqu'on ne prenait pas les faibles pour les envoyer vers les Amériques, mais à dépouiller finalement le continent noir de ses forces vives. Donc, et je fais la différence entre ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan un esclavage pratiqué sur un plan purement
industrielle économique qui a été la traite négrière et ce qui a pu se passer par exemple au 7e siècle avec l'arrivée des Arabes. Ah, moralement, on ne peut pas le mettre sur le même plan. On doit les condamner. On doit condamner parce qu'aujourd'hui aussi, il y a l'esclavage en Mauritanie. On a encore des États, en Arabie Saoudite, on trouve encore des esclaves. Il faut condamner tout cela. Mais il y a une autre forme de réparation qu'on doit demander qui touche effectivement la traite négrière qu'on ne doit pas mélanger avec les autres. Oui, alors, il me semble aujourd'hui que, pour ce qui concerne à la fois la colonisation et l'esclavage, le désir de reconnaissance l'emporte sur le désir de vérité ou l'aspiration à la connaissance. On veut, si vous voulez, renforcer une fierté identitaire et tout ce qui pourrait déboucher sur une réalité plus problématique est écarté. Et je vois donc là un grand danger. Ce danger, on a vu les ravages qu'il pouvait faire aux États-Unis, dans les campus américains. Il serait vraiment dommage que tout cela revienne en France. Quant à ce que vous avez dit, madame, à propos de la Shoah, quand je suis vraiment désespéré, comme ce soir, et comme cela m'arrive de plus en plus souvent, vous savez ce que j'ai envie de dire? Non pas qu'effectivement on parle trop de la Shoah. J'aimerais qu'on n'en parle plus, figurez-vous. J'aimerais qu'on n'en parle plus. Parce que ce que je constate, c'est qu'elle était censée, la commémoration de la Shoah, était censée, si vous voulez, freiner le retour de l'antisémitisme, ce qu'on prenait pour un frein est devenu un accélérateur. Plus on en parle, plus se développe un antisémitisme de ressentiment qui dit les Juifs ont tout, ce sont même les rois du malheur. Et donc moi, mon rêve absurde, c'est qu'effectivement on n'en parle plus, que ceux qui veulent commémorer les morts le fassent dans la discrétion, qu'on arrête d'organiser ces voyages payés par les régions françaises, ces voyages d'élèves à Auschwitz, que tout ça se fasse dans la piété et le silence. Mais faut-il en effet que je sois vraiment désespéré pour en arriver à ce genre de conclusion? J'ajouterais sur ce point de la question des mémoires, c'est que je crois à ne pas traiter la question des mémoires coloniales. Qui plus est, au nom, soi-disant, de la pacification, de faire passer une loi qui reconnaît la colonisation comme étant positive, on alimente ce qu'il est convenu d'appeler la querelle des mémoires, la guerre des mémoires, et l'on crée, à mon avis, et c'est absolument dramatique, effectivement, les conditions politiques et sociales de paroles qui ont été prononcées par Dieudonné, que je condamne absolument, mais dont il faut aussi comprendre qu'elles sont l'expression d'une souffrance et l'exploitation de cette souffrance. Et qu'une bonne façon, à mon avis, de mettre cela à plat, c'est effectivement que dans les écoles de la République, on parle et de l'extermination des Juifs, et de la question de l'esclavage, et de ce qu'a été la réalité terrible de la colonisation au Maghreb et en Afrique noire.